Bonjour à toutes et à tous, bienvenue donc à Robot for Manufacturing, troisième édition de cette convention d'affaires dédiée à la robotique industrielle. Merci de nous suivre en direct sur la chaîne YouTube de l'événement, du concret mais aussi de la prospective. L'industrie 4.0 est au cœur des discussions durant ces 2 jours et pendant 40 minutes, eh bien, nous allons échanger avec nos invités, ces acteurs de la chaîne de valeur robotique, qu'ils soient constructeurs ou intégrateurs, pour comprendre quels sont les enjeux de la robotique cobotique et surtout leur impact sur la sécurité. Donc, je vais donc accueillir maintenant mes invités. Bonjour Samuel Segalen. Alors, on rappelle que pour des raisons de conditions sanitaires, règles sanitaires, nous avons un masque. Alors, ne nous en voulez pas si on remonte de temps en temps le masque, parce que c'est pas toujours évident pour échanger. Samuel Segalen, donc Strategic Account Manager chez Yaskawa France. Bonjour. Merci d'être avec nous. Sylvain Vernageot, bonjour. Vous êtes ingénieur commercial automation chez Cepro Group. Et Jean-François Durand à mes côtés, donc chargé d'affaires en robotique et machines spéciales chez Hugues Ingénierie. Bonjour. Et puis nous avons aussi Benoît Nain, chargé de développement en robotique à la PAV. Bonjour. Bonjour Benoît. Alors la robotique devient aujourd'hui cobotique pour des collaborations garanties efficaces entre l'homme et le robot. On va commencer avec vous Samuel. Alors moi j'ai envie de savoir, puisque vous vous occupez de développer effectivement des secteurs comme la pharma, la cosmétique, l'alimentaire chez les clients. Et vous êtes en plus donc contact avec les utilisateurs de vos solutions. Donc plus en contact avec les utilisateurs de vos solutions qu'avec les intégrateurs. Alors Yaskawa, constructeur de robots, en quelques mots, c'est quoi ? Alors Yaskawa, c'est une société japonaise, comme son nom l'indique, centenaire, qui a été créée en 1915, qui est une société spécialiste de la mécatronique. Donc, dans le sens où on ne fait pas que de la robotique chez Yaskawa. Le métier de départ, c'était la motorisation, donc la mise en mouvement. Et la robotique est arrivée un peu plus récemment, on va dire, dans les fin des années 70. Et nous fabriquons des robots industriels et également des cobots qui sont plus le sujet du jour. Alors, il est bon quand même de rappeler la distinction entre la robotique et la cobotique. C'est de la sémantique, mais c'est bien aussi de le rappeler. Vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, alors on va parler de robots, un robot industriel, et de cobots ou robots collaboratifs. Alors un robot collaboratif, c'est un robot qui intègre des fonctions de sécurité supplémentaires dans le but de réaliser une application collaborative. Et chez Yaskawa alors ? Alors chez Yaskawa, le cobot, on a une gamme de cobots, la gamme HC pour Human Collaborative, qui se décline en différentes versions, 10 kg et 20 kg de charge embarquée, et qui propose une technologie de capteur d'effort intégré, capteur couple, pour permettre de donner un sens du toucher au robot. C'est-à-dire qu'en cas de contact avec un utilisateur, un opérateur, le robot est capable de s'arrêter ou de dévier de sa trajectoire. Ça, c'est vraiment intéressant. Donc, on a d'un côté la robotique collaborative et de l'autre, l'application collaborative. Qu'est-ce qu'on entend chez Yaskawa en termes d'application ? Alors, la différence entre le robot collaboratif et l'application, c'est concrètement ce qu'on va faire au robot. Donc, le robot, lui, il aura beau être le plus collaboratif du monde. Si l'application en question présente une dangerosité, qui ne peut pas être annulée dans un environnement ouvert, l'application ne sera pas collaborative. Donc on a réellement la distinction entre le robot qui intrinsèquement est collaboratif et l'application qui doit répondre répondre à une analyse de risque qui statuera sur la collaboration ou non de l'application. Alors, on rappelle aujourd'hui ici sur le salon Robot for Manufacturing que vous présentez une très belle machine, on le rappelle, Motoman HC10, justement, qui fait partie de ce système d'application collaborative. Vous pouvez nous en dire 2-3 petits mots ? Oui, alors le robot HC10 que je vous invite à venir voir sur notre stand est un robot collaboratif de charge utile 10 kg. Il est, comme je le disais un peu avant, équipé de capteurs d'effort. Les fonctions de sécurité intégrées le permettent de l'intégrer dans une application collaborative. Donc, idéalement dans un environnement ouvert, mais on verra en discutant un peu plus tard que ce n'est pas forcément le cas. Oui. Et donc ce robot collaboratif, qui est le premier robot de la gamme Yaskawa, a été complété depuis
depuis maintenant quelques mois par son grand frère, l'HC20, pour 20 kg de charge utile, qui permettent d'étendre encore les applications réalisées par notre gamme. Qu'est-ce que ces choix technologiques impliquent en termes de sécurité pour vos clients? Alors, en termes de sécurité, ça va impliquer forcément une étude en amont pour déterminer est-ce que le robot ou le cobo qui va être intégré correspond réellement aux besoins du client. Parce que il faut vraiment tourner le sujet dans le bon sens en partant de l'application avant de parler du produit qu'on va utiliser. C'est ça. Ouais, donc d'où l'intérêt effectivement aussi d'échanger autour de cette application et de l'application et l'applicatif qu'on veut faire par rapport à ces robots. Je vois Benoît qui acquiesce, on en parlera tout à l'heure. Merci, en tout cas, n'hésitez pas à réagir aux différents échanges. Sylvain, Merci. chez CPRO Group, alors, entreprise basée à La Roche-sur-Yon, 2e mondiale sur son marché en robotique pour la plasturgie, 12 filiales et une labellisation de son usine de robots en tant que vitrine de l'industrie du futur. Quel est le cœur de métier de CPRO Group, tout d'abord? Alors, le cœur de métier de CPRO Group, c'est d'automatiser les process d'injection. Nos clients sont des injecteurs plastiques à travers le monde, qui travaillent principalement, ça va être pour le secteur de l'automobile, le cosmétique, le médical, l'alimentaire. Donc nous, on les accompagne, ces clients, pour automatiser leur process d'injection en intégrant des robots, des solutions automatisées. Ça va être des robots conçus et fabriqués chez CPRO dans un premier temps, et puis des robots qu'on appelle des robots polyarticulés ou six-axes, donc des bras robotiques, et puis différents systèmes périphériques qui sont nécessaires pour l'application concernée. Et qui sont vos clients sur le marché de l'injection plastique dont vous vous occupez? Les clients sont divers et variés. Donc je citais des grands noms dans l'automobile. Ça peut être le fabricant automobile lui-même, ça peut être ses différents fournisseurs de premier rang, ça peut être les fournisseurs de ses fournisseurs. Donc ça, c'est pour le marché automobile. Le marché médical, c'est la même composition. Différents fournisseurs dans le marché médical, dans l'alimentaire. C'est très très varié en fait. Il y a plusieurs milliers de clients à travers le monde identifiés. Alors vous êtes à la fois constructeur et intégrateur. Quelles sont leurs problématiques, leurs contraintes à ces clients qui sont prises en compte pour la création d'un robot? Alors, une des contraintes principales qui vient vite quand les problématiques nous sont présentées, ce sont des contraintes de temps de cycle. Dans le secteur de l'injection plastique, on est face à des temps de cycle qui varient de quelques secondes à une minute, un petit peu plus d'une minute. Donc ça veut dire que la machine produit une ou plusieurs pièces toutes les quelques secondes à une minute. Donc ce qu'il faut derrière, c'est pouvoir les traiter. Nous, on va les conditionner, les assembler, faire du contrôle qualité, les palettiser, enfin diverses opérations en fonction du besoin du client. Cette contrainte de temps de cycle, elle fait que très rapidement, le robot au sens collaboratif, il ne fait très rarement du sens en fait. Dans le sens où le robot doit fonctionner à vitesse rapide pour tenir le temps de cycle de la machine. Qui dit un fonctionnement rapide dit des sécurités à mettre en place pour protéger les opérateurs, oui, protéger l'environnement. Donc aujourd'hui, dans notre métier, on voit très rarement des robots utilisés en mode collaboratif. On les voit plus souvent derrière, très généralement, derrière des enceintes de protection avec les sécurités humaines nécessaires. Donc on parle plus de robots que de cobots? Nous, on parle beaucoup plus de robots que de cobots, en effet. On peut par ailleurs avoir malgré tout des interfaces, des collaborations ou des coopérations entre l'opérateur et la machine automatisée, donc le robot et ses différents périphériques. Mais encore une fois, ça va se faire dans une zone d'interface qui est sécurisée par l'aide de barrières immatérielles, par l'aide de radars de sécurité, par l'aide de fonctions embarquées sur le robot qui vont permettre de définir, de limiter sa zone de travail, qui vont permettre de limiter sa vitesse ou de l'interrompre complètement. Donc, nous, on parle vraiment plus de robots équipés, et même de cellules automatisées, équipées des sécurités, plutôt que de collaboratifs. Alors, moi, ce que je comprends, c'est que vos clients choisissent un robot en fonction des contraintes de cadencement et des interactions avec les opérateurs. C'est assez particulier dans le milieu de l'injection plastique.
C'est vrai. Alors, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec les autres intervenants avant d'avoir le micro, c'est qu'on a une typologie de clients des fois qui vient vers nous en nous présentant un problème et en nous disant on veut le faire avec un robot collaboratif. Et puis, au fur et à mesure des discussions, quand on analyse la problématique et ce qu'il faut réaliser en termes de fonction dans la machine, ben on se rend compte, et aujourd'hui c'est la majorité des cas pour ces pros, que le robot collaboratif ne va pas répondre aux besoins initiaux de volume de production, de cadence de production. On en parlera justement dans un instant avec Jean-François Durand d'Hugues Ingénierie. C'est exactement, puisque vous faites du sur-mesure, le cœur de votre métier. Moi, je voudrais juste avant de donner la parole à Jean-François, en termes de sécurité, vous nous avez dit que vous avez quand même des protocoles assez précis pour justement la sécurisation des opérateurs. Oui, tout à fait. Il faut qu'on protège l'opérateur de la machine en mouvement, de la machine qui peut être jugée dangereuse et qui l'est dans la plupart des cas d'ailleurs. Donc il y a différents niveaux de sécurité. Le premier niveau, ça va être des enceintes de sécurité, des enceintes de protection, pour éviter que l'opérateur vienne dans la machine et puis se fasse blesser. Il y a d'autres sécurités qui peuvent être embarquées complètement sur le robot, mais qui vont avec l'enceinte de sécurité, qui elles vont par exemple, je disais tout à l'heure, limiter l'enveloppe de travail du robot pour s'assurer que lui ne va pas venir percuter l'enceinte de protection et aller dans la zone de l'opérateur. Et puis, on parlait tout à l'heure des barrières immatérielles, des radars, donc c'est vraiment ce type de sécurité qu'on met en œuvre aujourd'hui de manière très fréquente. Et est-ce que la sécurité est la même entre un robot polyarticulé ou un robot cartésien ? Techniquement, c'est pas la même, mais dans la fonction, finalement... Dans l'applicatif, oui. Dans l'applicatif, c'est la même, ça va être réduire sa vitesse, limiter sa zone de travail. C'est fait par des artifices techniques qui sont différents, parce que les solutions sont techniquement différentes. Mais la fonctionnalité finale est vraiment la même. Samuel, vous pouvez peut-être réagir à ce que vient de dire Sylvain sur cet item de la sécurité. Il en est de même chez Yaskawa. Hein. Oui, bien sûr. On a intégré dans les contrôleurs robots des fonctions de sécurité qui permettent d'assurer la limitation de zone, par exemple. C'est ce qu'on appelle la fonction FSU chez nous pour Functional Safety Unit, qui va permettre de limiter la zone de mouvement du robot. Donc, typiquement, éviter au robot d'aller taper dans les parois ou de sortir d'une zone déterminée, ou limiter la vitesse de telle manière à être dans une vitesse de sécurité et contrôlée. Alors, on va en parler maintenant. Merci Samuel. N'hésitez pas aussi à réagir et Sylvain aux prochains échanges. On va enchaîner avec Jean-François Durand. Donc, chez Hugues Ingénierie, vous faites du sur-mesure. C'est pour ça j'ai rebondi sur ce que disait Sylvain. Le groupe Hugues compte 100 personnes, 2 filiales, donc Hugues Ingénierie et Hugues Maintenant, sur 3 sites. Donc, on retrouve Luçon, Pouzauges et Sauvagnon. Vous êtes fabricant de machines de lignes, de process automatisés, robotisés, et vous intégrez tout type de robots. Tout d'abord, qui sont vos clients ? Alors, nos clients sont issus de diverses activités. On va parler d'automobile, d'aéronautique, d'énergie, de métallurgie, bâtiment. Donc, c'est des clients de diverses origines, variées. Et on utilise un terme qui peut être un petit peu galvaudé. On se dit être généraliste dans l'industrie pour répondre justement à des besoins sur mesure et adaptés à ce que le client souhaite. Pourquoi galvaudé ? Le terme généraliste, des fois, par nos clients, va à l'encontre de la notion de spécialiste et d'expertise, qui n'est pas du tout le cas. Et on a justement une force qui est de pouvoir utiliser nos expériences d'un domaine pour pouvoir répondre à des besoins d'autres domaines. Donc on pense que c'est une véritable force. Et vous avez raison, parce que ça marche bien. Oui, tout à fait. D'ailleurs, je reprendrai, c'est plus 140 personnes que 100 Très personnes. bien. Voilà. À date. Merci beaucoup. Vous travaillez donc sur cahier des charges et du sur-mesure. Quelle technologie, on va dire, de robot choisir en fonction de son application ? Alors, c'est vrai, je vais aller dans le sens des interlocuteurs. Le client va arriver de temps en temps avec une idée bien préconçue. Il a déjà peut-être une expertise en interne. Et le travail qu'on va avoir à réaliser, c'est avant tout analyser les données entrantes de son besoin pour vraiment adapter la machine et ce qu'on va être amené à intégrer dans la machine en termes de bras polyarticulés, SCARA, robotique ou Cobo.
Voilà. Alors comment ça se passe? Donc le client arrive, il a un cahier des charges, et est-ce que vous, votre job, c'est aussi de leur dire ce n'est pas un cobo qu'il vous faut, mais plutôt un robot, ou l'inverse? Voilà, bien souvent, on a eu de nombreuses situations où l'orientation était quand même cobo, et pour des raisons de temps de cycle, de force, de puissance qu'on doit engendrer avec le robot sur des phases d'assemblage ou autres, on est amené à migrer vers une solution robotique. Mais pour autant, cette solution robotique n'empêche pas la coopération entre l'opérateur et le robot. Il y a des solutions safety qui existent sur les bras robots depuis de nombreuses années et qui nous permettent de faire coopérer et pas collaborer. Alors c'est un peu de sémantique. Encore de la sémantique, hein. On parlait de collaboration et là vous parlez de coopération. Alors c'est-à-dire que dans le cadre de la coopération, vous allez avoir un opérateur qui va être amené à intervenir dans une zone commune avec le robot pour se passer une pièce, pour intervenir de temps en temps sur le process, mais sans avoir à travailler en permanence dans une zone qui est commune avec le bras, qui là serait de la véritable collaboration. Très bien, merci pour Voilà. cette expertise et cette différence qui a son importance en tout cas. Jean-François, quel temps faut-il pour créer un robot en moyenne? C'est du sur-mesure, donc c'est peut-être voilà, une question peut-être un peu bête, mais il n'y a pas de mauvaise question. Dans le cas du sur-mesure, on peut parler de timing qui va de l'ordre de 4 mois sur des applications de pick and place très simples. Et on peut aller sur des lignes complètes avec une multitude de robots, une dizaine de bras, 12 bras. Et là, on va être sur des plannings de 18 mois. On va dire qu'on prend vraiment le projet à son origine jusqu'à une montée en efficience et mise en production sur site client. Alors pourquoi je pose cette question? Parce que lorsqu'on a préparé cette émission, cette table ronde, moi je me suis quand même posé la question de savoir la vision des entrepreneurs, des chefs d'entreprise qui ont besoin de robots. Et c'est vrai qu'effectivement, certains ont une vision sur 2-3 ans, mais certaines entreprises ont un besoin immédiat. Donc vous répondez vraiment à ça. Donc ça peut partir de 4 mois jusqu'à 18 mois, même voire plus. Comment ça se passe chez Yaskawa? C'est la même chose? Alors, chez nous, c'est un petit peu particulier parce qu'on va être fournisseur de robots pour les intégrateurs qui vont installer chez le client final. Donc, Yaskawa, on a une gamme de produits, on est spécialiste de nos produits, donc on intervient en conseil sur nos produits pour les intégrateurs, et on a une gamme de produits qui est fabriquée en Europe d'ailleurs, hein, sur une nouvelle usine, et on est capable de répondre sous des délais rapides. En tout cas, en fonction des besoins, ouais. Comparé au timing d'un projet, on est capable de répondre rapidement et de fournir des robots qu'on a produits ou en stock. Et du côté de chez Cepro? Du côté de chez Cepro, c'est plutôt la même typologie que du côté de chez Biel, de ce que j'en comprends. Les applications simples, type pick and place avec un robot de déchargement, on va savoir répondre j'ai envie de dire en 10 semaines. Et puis des applications beaucoup plus compliquées, vraiment très spécifiques avec énormément de conception. Là, en effet, ça va pouvoir se rapprocher de l'année, pourquoi pas, de 9 mois, rarement au-dessus d'une année, mais c'est ça leur demande. Alors, ce qui est intéressant aussi de rappeler chez Huguet Ingénierie, c'est que vous utilisez la réalité virtuelle pour faire valider les choix technologiques à vos clients avant la fabrication du robot. Oui, tout à fait. C'est une technologie qu'on utilise aussi bien en avant-vente qu'en phase de validation d'études. Alors, 2 aspects. On a des cibles chez les clients qui n'ont pas toujours la notion d'échelle. Ce n'est pas évident sur un écran de se rendre compte. Et la réalité virtuelle nous permet de mettre en immersion à l'échelle 1 les personnes dans ce que pourrait être en phase avant-vente une installation, ou aller plus loin en phase de validation d'études, d'impliquer des opérateurs, des techniciens de maintenance, les mettre en réalité sur le moyen qui va arriver dans leurs ateliers quelques mois plus tard. Et c'est très intéressant socialement pour le client, parce qu'il implique ses équipes d'une manière assez innovante. Et c'est intéressant pour nous d'un point de vue levé de certaines problématiques d'accès, sans aller jusqu'à l'ergonomie pure, mais déjà commencer à sensibiliser un petit peu ce que sera le poste et le travail sur l'installation. Est-ce que c'est une plus-value, notamment dans la période dans laquelle nous vivons avec la crise Covid ? Oui, on peut parler on l'avait déjà anticipé depuis, on va dire, 1 an et demi. On commençait à aborder ce sujet-là. Les clients, ils ont vraiment trouvé un
un plus dans cette approche. Et aujourd'hui, on continue dans ce sens-là. Ça intrigue, ça interroge. Certains ne voient pas forcément... Tout dépend de la typologie de l'installation aussi. Si vous avez une petite machine avec des petites pièces, cet effet d'immersion va être beaucoup moins fort que dans une installation plutôt importante avec des gros bras robots où on va rentrer dans la machine. Donc ça, c'est vraiment intéressant, effectivement. Ouais. Et quelles sont donc les règles de sécurité que vous mettez en place en fonction des différents choix de machines que vous créez sur cahier des charges? Alors vraiment, c'est les choix, ça va être l'orientation machine, ce qu'on va intégrer, robot, cobo. Et on parle chez nous, oui, en effet, du robot et du cobo, mais surtout des périrobotiques qu'on va intégrer autour, parce qu'on doit leur apporter autant d'attention que le robot en termes de sécurité. Et on dirait qu'on va... la notion d'analyse du besoin va toujours rentrer en compte avec une problématique liée au mode de fonctionnement et au mode de marche du client. C'est-à-dire que quand on est dans le cadre d'une installation qui est complètement autonome, tout automatique, et qui n'a pas qui est en lien avec d'autres procédés amont-aval, sans chargement, déchargement opérateur, là on va être sur une enceinte complètement fermée. Et quand on va vouloir commencer à donner des fonctions à l'opérateur, là on va amener des options safety. Et puis, sur quelques applications qu'on a actuellement, on va ouvrir le champ à de l'intégration cobo avec une notion de machine où là, nous n'avons plus de fonctions safety, type scrutateur laser, barrière immatérielle, tout ce qui est, ou de portes qui génèrent une distance entre l'homme et la machine. Et j'aimerais qu'on aborde aussi cette notion d'analyse de risque, même ce sera un bon teasing pour notre échange avec Benoît dans un instant, qui est spécialisé. Alors ça fait partie de notre quotidien. Les chefs de projet chez nous sont formés. C'est vraiment très important. Ça doit être cadré et venir en parallèle de l'étude mécanique, vraiment pour bien définir et répondre à ce que va être le risque sur la machine au niveau de son fonctionnement. Et donc, cette analyse est très, très importante. Et elle est d'autant plus importante dans le cadre du cobo, où elle doit quasiment être réalisée en phase avant-projet pour être sûr que le projet du client est éligible à la cobotique. Alors, j'aimerais un item dont on n'a pas parlé, j'aimerais qu'on parle justement de la formation des opérateurs chez vos clients par rapport aux différents robots et cobots. Comment ça se passe, la culturation sur des nouvelles machines? Parce que maintenant, ce sont des technologies qui sont très, très avancées. Lorsque vous livrez donc, une machine, comment ça se passe sur site après? Si je peux me permettre de m'exprimer à ce sujet, en effet, nous, la tendance de ce qu'on peut mesurer au sein de CEPRO, c'est que les machines sont de plus en plus complexes. Et donc, c'est CEPRO qui va aller faire la mise en route de la machine chez son client, bien sûr. Donc, ça va bien se passer à ce moment-là. Mais il y a un moment où il y a une transmission de la machine qui est effectuée vers les opérateurs, vers les personnes de la maintenance. Et c'est un vrai sujet de plus en plus névralgique sur les compétences au sein de ce client, d'être capable d'entretenir sa machine, de savoir la redémarrer quand elle s'arrête, et puis voilà, de faire tout son entretien au quotidien et voilà, l'entretien de tous les jours. Donc, on met en place un certain nombre de services. Ça va de la formation, ça va également du service de hotline, donc d'intervention entre guillemets à distance ou d'accompagnement à distance pour accompagner nos clients dans l'entretien de leur machine. C'est un sujet aussi prégnant chez Yaskawa et chez Huguet, la formation, la culturation des opérateurs sur site? Oui, forcément. Alors, nous, on va avoir deux volets un peu dans la formation. Forcément, on aura la formation des utilisateurs finaux, mais tout dépend si l'opérateur est amené à programmer. Là, on peut proposer des formations de base assez simples. Mais on a aussi un devoir de formation des intégrateurs qui ont un besoin plus avancé dans la programmation, où là, on va proposer des programmes d'accompagnement et de formation avancés. Et d'ailleurs, on a sur site la Yaskawa Academy qui présente plusieurs formateurs et un programme bien structuré sur la formation à la robotique. Et chez Huguet? Faut le rappeler, ça fait partie intégrante de la directive machine, la 2006-42 CE. On doit avoir une démarche complète. Et dans le cadre de cette démarche, on va jusqu'à une formation
sur site pour former les opérateurs, que ce soit maintenance, techniciens ou autres intervenants sur l'installation. Alors, c'est une très bonne transition avec notre prochain invité, Benoît, puisque vous êtes chargé de développement en robotique à la PAV. Vous parcourez la France pour former et spécialiser dans l'accompagnement, en partie donc, des règles de sécurité sur la cobotique. Vous faites aussi des conférences sur le sujet. Alors voilà, on n'aura pas 40 minutes pleines ou 1 heure, on aura un petit peu moins, mais on aura le temps de dire beaucoup de choses. La robotique devient, vous le savez aujourd'hui, aussi cobotique pour des collaborations garanties et efficaces entre l'homme et le robot. Quels sont tout d'abord les enjeux ? Déjà, vous voyez, d'habitude, c'est moi qui parle en premier de sécurité. Et là, pour une fois, c'est pas moi qui ai commencé. Donc l'enjeu, je crois qu'il est clair. Hein. Le cœur de la robotique collaborative, c'est bien la sécurité. Parce que c'est des machines qui sont ouvertes, qui sont mises à disposition auprès des opérateurs, alors en interaction plus ou moins directe avec eux, mais l'enjeu, il est là. Et je dirais, il y a la sécurité, et puis aussi parce que c'est des nouvelles machines, hein, des nouvelles technologies qui sont mises en œuvre, où les fabricants font leur travail pour rendre les choses aux intégrateurs de plus en plus faciles, de moins en moins compliquées. En fait, c'est de plus en plus facile d'intégrer les machines, mais les responsabilités sont toujours les mêmes. Et il faut être très au clair sur l'enjeu du marquage CE, puisqu'il y a une responsabilité de fabricant à avoir. Et l'utilisateur peut penser qu'il achète un robot et que c'est facile à mettre en œuvre. Et c'est vrai, les fabricants font tout pour. Mais il y a toujours cette responsabilité de qui est fabricant finalement. Et celui qui rend l'application, on dit dans la directive, vous voyez, c'est merveilleux, c'est même pas moi qui en a parlé. Hein, mais vous allez pouvoir étayer son propos à Jean-François. Il faut quand même savoir, ils se connaissent tous très bien. Et dans cette directive, c'est celui qui rend l'application, qui fait l'application définie avec le robot collaboratif, qui devient fabricant et donc qui doit faire cette fameuse analyse de risque centrale, mais qui est réalisée spécifiquement pour les robots collaboratifs en accord avec l'utilisateur, puisque ça se passe chez lui et c'est une machine ouverte qui sera mise dans son environnement de production. Hein. Là, ce qui est en train de se passer dans l'industrie 4.0, c'est qu'on commence à voir arriver des machines ouvertes dans l'environnement de production avec des hommes à proximité. Alors, qu'est-ce qui permet de dire justement que le robot, il est gentil, il va pouvoir être à proximité des hommes, et ce robot-là, il n'est pas mignon. Alors, il est mignon quand même, hein, rassurez-vous, mais on va le mettre en cage, on va le préserver. Justement, ça va être l'élément central de ça, ça va être l'analyse des risques. Donc c'est l'analyse de risque qui fait qu'on choisit un robot ou pas. Oui, alors justement... En plus de d'autres paramètres comme le cadencement, etc. Les interactions. Mes voisins disaient précédemment, il faut d'abord partir de l'application. D'accord. Décider d'une application. On veut réaliser une tâche avec un robot qui peut mettre en œuvre aussi, faire intervenir un opérateur. Et après, on doit analyser les risques. Et c'est une fois qu'on a analysé les risques que la technologie collaborative du robot peut être évoquée. Puisque si je transporte une lame de rasoir, pour être très visuel, au bout du robot, il n'y aura jamais de sujet de collaboration possible. Donc, vous voyez, c'est bien l'analyse de risque. On a l'application dans l'ordre, on définit une application, on veut réaliser quelque chose, on fait l'analyse de risque, et ensuite, on décide ou non de prendre la technologie robot collaboratif, qui est une technologie, hein, qui est un bras... C'est un vrai robot, hein, ça aussi, il faut le dire, hein, c'est un vrai robot, c'est pas un jouet, hein, faut le dire, qui intègre en plus des fonctions de sécurité multiples. Rendez-vous compte, sur un robot conventionnel, on utilise 3-4 fonctions, arrêt d'urgence, accès dans l'enceinte, puis surveillance un peu de la position de la vitesse. Sur un robot collaboratif, vous en avez plus de 10 qui peuvent être paramétrables quasiment à l'infini en vitesse. On peut délimiter l'espace. Enfin, il y a tout plein de fonctions justement pour pouvoir prévenir et des trajectoires et des efforts, des énergies en jeu dans l'espace collaboratif, pour qu'on puisse paramétrer, limiter tout ça, parce qu'un robot collaboratif, c'est avant tout une collaboration entre l'homme et la machine. Oui. Et il faut respecter l'homme qui est avec la machine. Et donc, il y a des limites biomécaniques du corps humain qui sont données dans des référentiels. Et tout l'enjeu, ça va être d'analyser les risques pour voir si les limites qu'on va mettre en œuvre sur le robot correspondent aux limites des référentiels
vis-à-vis du corps humain. Et si les deux matchent, alors on peut parler d'application collaborative. Voilà. Alors, on parle du robot, on parle aussi de l'humain. Est-ce qu'il y a un protocole à respecter de la part de l'opérateur ? Alors, de l'opérateur lui-même, il va utiliser le robot tel que... Alors là, on vient de le dire, il y a un aspect formation qui est important parce que c'est une machine ouverte. Donc, les intégrateurs vont former l'utilisateur à l'usage normal de la machine, mais l'utilisateur, il a aussi un rôle à jouer dans l'organisation de son site puisque... Eh bien, on parle de robots collaboratifs aujourd'hui de bras, polyarticulés collaboratifs. On parle aussi de robots mobiles qui peuvent se promener un peu aussi dans l'environnement de production. Donc, il va avoir à mettre en place toute une organisation un peu nouvelle vis-à-vis de l'industrie 4.0 et des nouvelles technologies qui arrivent en fait. Quelles sont les nouvelles perspectives de la cobotique pour les utilisateurs dans les prochaines années ? Alors ça, je suis pas devin. Ce que je sais, c'est que aujourd'hui, mes voisins l'ont dit, aujourd'hui, il faut vraiment voir une application collaborative comme quelque chose qui est plutôt, c'est un retour d'expérience, plutôt en périphérie des lignes de production. Et si on commence à vouloir les mettre dans la ligne de production, certainement qu'on arrivera sur des solutions de robotique plus conventionnelle en tout cas. Et puis ce qu'on peut prévoir peut-être pour l'avenir, c'est qu'il n'y aura pas des robots mobiles absolument partout parce qu'il faut que ça corresponde à l'application. Par contre, l'intelligence artificielle va certainement rendre encore l'usage peut-être encore plus simple, oui, l'usage. Chez Huguet, comment est-ce qu'on voit l'avenir ? L'avenir, c'est de continuer à analyser ce domaine-là pour apporter de nouvelles solutions pour les clients. Je pense que la notion de temps de cycle est toujours le paramètre qui prime dans ce choix-là. On a des situations justement avec des temps de cycle assez plutôt importants, la minute pour un assemblage. Et on arrive aujourd'hui à tendre sur des solutions complètes, sur de la petite pièce, où cette analyse de risque, on voit ça peut matcher avec le besoin. Et donc, on va continuer dans cette démarche. Et puis, c'est évident que la robotique mobile aussi arrive dans les solutions qu'on peut amener en termes de chargement-déchargement sur les installations. Le service machine va augmenter sur ces aspects-là. Sylvain, Samuel ? L'avenir chez CEPRO, moi je vois une direction assez importante aujourd'hui, c'est les clients ils demandent de l'autonomie, ils demandent à ce que la machine elle soit capable de produire toute seule pendant 2 heures, 4 heures, 6 heures et même plus. Leur idée de fond c'est de mobiliser les opérateurs sur d'autres tâches, des tâches à plus de valeur ajoutée, et de garder ces machines en toute autonomie. Et puis une autre chose qu'on ressent également, c'est tout ce qui va être derrière le big data, mise en place de traçabilité, mise en place de contrôle qualité à 100%. Donc là, on est sur des opérations qu'au final, un opérateur ne peut pas vraiment faire. Et donc, on met en place, par exemple, des systèmes de caméras pour du contrôle qualité visuelle, avec enregistrement à 100% de toutes les photos qui sont prises, et puis alimentation d'une base de données. Donc, c'est ce qu'on perçoit de l'avenir. Le big data, on en parle énormément en ce moment, effectivement. Et chez Yaskawa, alors, comment on voit l'avenir ? Alors, chez Yaskawa, en tant que fabricant de ces produits, de produits robotiques, on voit l'avenir déjà dans la proposition de technologies et de robots avec des charges, des configurations qui vont être nouvelles pour pouvoir répondre aux besoins du marché. Forcément, il y a une demande de mobilité. Donc, les bras embarqués sur de la robotique mobile, par exemple dans la logistique, c'est des choses qu'on retrouve. Il y a beaucoup de demandes. Ça se concrétise petit à petit. C'est des choses nouvelles. Après, il y a une demande également de flexibilité. Donc, nos produits doivent être de plus en plus simples et s'intégrer de mieux en mieux dans ces demandes de l'industrie 4.0, donc qui vont autour de la vision, de la connectivité avec l'environnement, avec des protocoles comme l'OPC-UA. Donc, on développe nos contrôleurs de telle manière à être ouverts et interconnectés avec l'usine.
Merci. Alors, dans un instant, on va passer donc aux questions du public. On va se donner 5 minutes, puisqu'on a jusqu'à 11h40 précisément. Mais il y a une question qui m'intéresse et j'aimerais que vous y répondiez rapidement malgré tout. On le sait, hein, donc, la robotique et cobotique qui permettent bien d'améliorer la productivité et la compétitivité. Donc, il y a peut-être une question qui a été posée sur cet item. C'est l'item ROI. Est-ce que vous avez un ordre d'idée par rapport aux machines que vous avez sur le retour sur investissement ? Sujet parfois sensible, mais je la pose quand même. Hein. Sujet assez sensible parce que nos clients se prononcent rarement sur ce point-là. Parce que s'ils nous disent qu'ils ont un retour d'investissement de quelques mois, ça veut aussi dire que je peux peut-être vendre ma machine un peu plus cher. Donc sujet assez sensible. Mais on a écho de justement, dans les meilleurs des cas, quelques mois de retour investissement, mais plus généralement, ça se compte en quelques années. Par contre, ce qu'il faut garder en tête, c'est que les retours d'investissement, j'en parlais tout à l'heure, c'est difficilement comparable quand on met des solutions complètement automatisées par rapport à la traçabilité, par rapport au contrôle qualité à 100%. La valeur ajoutée de ces fonctions-là, elle n'est pas comparable à ce que peut fournir un opérateur. Chez Huguet ? Oui, ça va dépendre vraiment du niveau d'intégration que le client souhaite. Hein, de la machine très simple à une traçabilité complète. On peut dire que nous, on est plutôt sur quelques mois. Non, on va être sur à partir d'1 an et demi, 2 ans, voire au-delà, suivant ce que le client s'autorise aussi. On sait qu'une installation collaborative peut être un peu plus longue en termes de ROI, dans le sens où son temps de cycle est plus faible, les volumes de production sont moins importants, et ça a forcément un impact sur ce retour sur investissement, quoi. Yaskawa ? On a un ordre d'idée ou pas ? Vous avez le droit de ne pas répondre aussi. Hein. Non, enfin, si c'est un sujet je pense sensible, que pas de souci, je rejoins ce que disent les intégrateurs. On a la particularité chez Yaskawa d'être également intégrateur sur un domaine bien particulier, qui est le soudage. On a quand même ce retour d'expérience, mais je pense qu'en effet, le ROI, il se compte plus au-delà d'une année qu'avant, et d'autant plus en robotique collaborative pour les différentes raisons que citait Jean-François, qui sont la vitesse les cadences qui sont plus faibles, mais aussi les technologies souvent qui sont plus coûteuses, étant donné qu'on ajoute plus de fonctionnalités dans un robot collaboratif qu'un robot industriel, je veux dire classique. Ouais. Très bien. Il nous reste exactement 4 minutes. On va pouvoir prendre 1 ou 2 questions. N'hésitez pas, nous avons un micro à disposition dans la salle ici, donc au Parc des Oudéry pour cette nouvelle édition de Robot for Manufacturing. Levez la main et posez la question à nos intervenants si vous le souhaitez. Ne soyez pas timides. Hein. Oui. Bonjour, donc je suis Guillaume Romain de la société FTS Welding. Tout à l'heure, c'était monsieur de la Pave, monsieur Nain, vous disiez que si on mettait en effet une lame de rasoir au bout du robot collaboratif, il était plus collaboratif, il devenait entre guillemets méchant. Quand on met une solution de soudage au bout de ces robots, on considère que c'est devenu méchant ou pas ? Parce qu'aujourd'hui, on voit certains de nos concurrents qui n'hésitent pas à vendre des robots collaboratifs sur des tables sans aucune protection autour. Donc on se pose la question, est-ce qu'on peut du coup appliquer le marquage CE quand c'est comme ça ? Alors, évidemment, moi je ne sais pas ce qui se fait au niveau des concurrents, mais dans la directive machine, ce que je sais, c'est qu'avec un robot de soudage, c'est chaud, il y a le coup d'arc, peut-être un risque électrique, ça dépend du procédé, et que rien que le coup d'arc et rien que le risque de projection, ils doivent être pris en compte par rapport à la directive machine. Qu'à partir de là, le fabricant, il se débrouille comme il veut pour gérer son risque, mais qu'il y a des normes qui vont entrer en œuvre, mais ça serait bien compliqué. En plus, il peut y avoir des gaz de soudage sur le procédé de soudage, donc il va falloir aspirer pour éviter d'exposer l'opérateur à ça. Si c'est un procédé automatique, je ne vois pas bien comment on pourrait se passer d'une enceinte sécurisée par rapport au coup d'arc, au risque de projection et aux émanations gazeuses. Merci Benoît. On peut prendre encore une question si vous le souhaitez, n'hésitez pas. On a jusqu'à 11h40. Hein. Je sais que derrière, il y a aussi des rendez-vous qui ont été pris. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Sinon, on aura l'occasion effectivement d'échanger pendant ces 2 jours. Et je vais vous demander bien d'applaudir nos intervenants. Merci donc à Samuel Ségalen, Sylvain Vernageau, Jean-François Durand et Benoît Nain
Merci pour votre expertise, merci pour ces échanges. Merci à vous, merci de nous avoir suivis en direct sur la chaîne YouTube Robot for Manufacturing. Je vous retrouverai demain à 11h. On parlera avec nos invités. Donc, on aura Dan Deveau d'ABCM et on aura aussi Benjamin Lénoret de CPro Group que vous connaissez, Sylvain. On parlera de l'usine 4.0. Très bon salon ici, donc au Parc des Oudéries à La Roche-sur-Yon. Et à demain. Belle journée.